Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Nécessité vitale pour certains, luxe indécent pour d'autres, la voiture cristallise énormément d'opinions et de polémiques. Pourtant, ce moyen de transport individuel reste et restera pour longtemps un des piliers de notre société et de notre liberté de se déplacer. Si elle laisse la place à d'autres moyens de transport dans certaines circonstances, elle n'est pas appelée à disparaître avant longtemps. Toutefois, elle va devoir se transformer si elle veut survivre, et pas que dans sa technologie ou l'énergie qu'elle utilise. Elle va devoir devenir durable si nous ne voulons pas perdre notre liberté à court terme. Aujourd'hui, nous allons explorer la voiture du futur, mais aussi balayer l'écosystème qui lui permettra de perdurer. Attachez vos ceintures, on part dans l'avenir. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Pour commencer cet épisode, je vais remercier ceux qui m'ont permis de construire l'argumentaire de cette vidéo sur des bases solides, en m'offrant des points de vue étayés par des consensus et des raisonnements scientifiques solides et nuancés. Pour les questions d'énergie et de ressources, ce sont les vidéos de Rodolphe Meyer, alias le Réveilleur, qui représente à mes yeux le travail le plus sérieux actuellement disponible en vulgarisation. Je vous mets sa chaîne dans les fiches ici. Pour les questions environnementales et de transition énergétique, j'ai utilisé les travaux de Réseau 2D que nous a présenté Sébastien Boll lors d'une conférence que vous pouvez retrouver sur sa chaîne et le site Green My Event. Les liens sont en description. Pour les impacts environnementaux dans notre pays, j'ai parcouru les rapports de parlementaires et pour l'aspect mondial, j'ai eu recours aux publications du GIEC. Pour la partie technique et industrielle, je reprends les conclusions de Revolt e-Garage, ainsi que les différentes communications de constructeurs comme Tesla. Vous trouverez les liens également en description. Ceci étant dit, nous pouvons commencer notre exploration du futur. En premier lieu, voyons pourquoi on doit faire durer les voitures plus longtemps. Mais pas que. En plus de les faire durer, il faut aussi qu'elles utilisent la bonne technologie pour réduire leur impact énergétique et environnemental. Commençons par quelques notions de base. Une auto, cela n'a au départ qu'un seul usage, parcourir des kilomètres et nous emmener là où nous voulons. Il y a des points sur lesquels la science s'accorde au sujet de l'automobile. Premièrement, qu'elle est énergivore à tous les niveaux. Produire une voiture, c'est utiliser de l'énergie pour la produire et la faire fonctionner. Même en fin de vie, elle a un coût énergétique pour son recyclage. À la production de véhicules, il faut des matériaux, des process de production, des moyens de transport et des infrastructures. Tout ceci consomme de l'énergie. En fonction des technologies énergétiques utilisées pour la propulsion, ces besoins sont différents. Une voiture thermique demande moins d'énergie à être produite qu'une voiture électrique. Celle-ci est en effet plus lourde d'un modèle équivalent et demande plus de matériaux. Mais pas dans tous les cas. Une BMW X3 par exemple a des dimensions similaires à une Tesla Model Y et pèse tout aussi lourd. Il faut donc se méfier des a priori sur ce sujet. Partons pourtant sur le postulat qu'une voiture électrique est plus énergivore à la production et donc présente un déficit énergétique supérieur à la voiture thermique lorsqu'elle sort de l'usine. Maintenant parlons de son usage. Pour faire rouler une voiture, il faut aussi de l'énergie. Pour qu'elle soit disponible dans nos voitures, tout un processus doit être mis en place. En tout début de chaîne, on a une énergie primaire. C'est le pétrole brut qui sort des puits ou le carburant de nos centrales électriques. Dans les deux cas, on ne peut utiliser directement cette énergie primaire. Il faut passer par des étapes de transformation pour obtenir une énergie secondaire, ici de l'essence ou du gasoil, voire de l'électricité. Dans les deux cas, ces opérations ne se font pas sans perte. Pour toutes les énergies, on obtient un taux de retour énergétique qui correspond à l'énergie récupérée divisée par l'énergie investie. Pour obtenir de l'essence à la pompe, il faut passer par du transport et du raffinage. Le taux de retour énergétique de l'essence est d'environ de 7. Attention toutefois, cette notion de taux de retour énergétique est très galvaudée et le chiffre que je vous donne est issu d'études sérieuses récemment décortiquées par le Réveilleur. Je vous invite fortement à aller voir cette vidéo pour vous permettre de relativiser cette notion. En clair, pour 100 kWh dépensés pour extraire et raffiner de l'essence, on en récupère 700. C'est bien, on a du carburant, mais finalement, on n'a pas encore ce qu'on veut. On veut se déplacer et donc utiliser cette énergie pour faire tourner les roues de son auto.
Dans une voiture thermique, avec un rendement moyen de 25%, on a donc 175 kWh qui servent à se déplacer. Le reste est perdu. Le taux de retour énergétique d'une voiture thermique est donc de 1,75. Pour une voiture électrique, c'est plus compliqué car la voiture électrique consomme une énergie produite par de nombreux moyens. En France, on produit notre énergie majoritairement avec du nucléaire. Son taux de retour énergétique secondaire, c'est-à-dire à la sortie de la centrale, est de 20 environ. C'est le même taux pour les éoliennes et le double de celui des panneaux solaires. Pour la production hydroélectrique, c'est plutôt 50 et à l'opposé du spectre, charbon et gaz se contentent de 3 à 4. Prenons le cas le plus défavorable. Si l'électricité est produite à partir de charbon, 100 kWh investis dans cette filière donnera 300 kWh au réseau électrique. Sachant qu'on a une perte de 8 à 9% lorsque l'énergie circule sur le réseau, il reste 260 kWh utilisables à la prise. Or, une voiture électrique a un rendement d'environ 80% dans son utilisation, recharge comprise. Cela signifie que même si le charbon produit l'électricité, 208 kWh sont acheminés à la roue, soit un taux de retour énergétique de 2,08. Pour l'énergie sortant d'une centrale nucléaire, par exemple, pour 100 kWh investis, on en aura un peu plus de 1400 à la roue, et pour un panneau solaire, 700. Sachant que 65% de l'énergie est produite actuellement au niveau mondial par des énergies fossiles et que le reste est représenté par les moyens bas carbone, on peut en tirer une moyenne grossière. Ok, c'est pas super précis, mais ça donne un ordre de grandeur. Je déduis donc une valeur moyenne de 7,5 pour le taux de retour énergétique d'une voiture électrique. Une voiture électrique sera donc 4,25 fois plus efficiente du puits à la roue qu'une voiture thermique équivalente. Comme quoi, on retrouve toujours les mêmes chiffres, quel que soit l'angle sous lequel on pose le problème. Bien, maintenant voyons l'impact de la durabilité des voitures. En France, une voiture neuve a une durée de vie moyenne de 13 ans selon l'INSEE. Avec un kilométrage moyen de 14 000 km par an, les autos finissent généralement au recyclage après 182 000 km. Attention, je parle de moyenne. Il y a forcément des autos qui durent plus et d'autres moins. Avec les voitures électriques, la technologie permet d'espérer un doublement au moins de ces valeurs. Les raisons sont certes technologiques, mais aussi économiques. Et nous allons voir que l'un ne va pas sans l'autre. Une voiture neuve est conservée en moyenne un peu plus de 4 ans. Elle a une seconde vie en occasion qui s'étend jusqu'à 8 ou 9 ans. Et enfin, la troisième vie en occasion, c'est sa fin de vie jusqu'à 13 ans. Ça, c'est pour les moyennes, encore une fois. Le premier propriétaire a une garantie et l'entretien de son auto est peu onéreux. Une auto de 4 ans et 56 000 km s'échange en moyenne entre 40 et 50% de son prix du neuf. Donc une auto valant 20 000 € au départ se revend environ 10 000 €. Le second propriétaire va l'utiliser lui aussi de 4 à 5 ans. Son entretien sera plus élevé, mais sans être encore très important, puisqu'il va la revendre avant les grosses réparations, soit avant les 150 000 km. La valeur résiduelle de l'auto est encore divisée par 2 en moyenne, soit 5 000 €. Le troisième propriétaire, lui, va devoir assumer les réparations les plus coûteuses, mais il aura payé son véhicule peu cher. S'il réalise ses opérations d'entretien lui-même et hors des garages traditionnels, il peut s'en sortir avec des coûts relativement raisonnables. Par contre, celui qui ne connaît rien aux mécaniques ou n'a pas d'amis pour l'aider devra assumer des frais importants, qui sont bien souvent supérieurs à la valeur vénale de l'auto. Et c'est là le point important. Une voiture ne part pas forcément à la casse faute à son usure ou à un défaut irréparable. Elle est bien souvent recyclée car les réparations sont trop chères par rapport à l'achat d'un autre véhicule équivalent en bon état. Il en est de même après un accident. Voyons maintenant le cas d'une voiture électrique. Elle ne réclame qu'un entretien léger sur toute sa durée de vie. Pas de bougie, de courroie de distribution ou d'embrayage à changer. Sa technologie moteur rend les opérations d'entretien extrêmement réduites. Seuls les moteurs à rotor bobiné demandent un remplacement des charbons de temps en temps. Les autres feront plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans aucune intervention. Même en cas de défaillance d'un roulement, par exemple, celui-ci peut être remplacé sans trop de soucis, tandis qu'une panne à l'intérieur d'un moteur thermique coûtera extrêmement cher en main-d'œuvre. Pareil pour un réducteur de voiture électrique. Comparé à une boîte de vitesse complexe et très difficile à réparer, il est facile à ouvrir pour remplacer un engrenage ou des roulements. En ce qui concerne la batterie, on est aussi dans des ordres de grandeur de durée de vie doublée ou triplée par rapport à un moteur thermique. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur le sujet, ici dans les fiches. La voiture électrique
a donc une durée de vie plus longue en raison de sa simplicité, mais aussi de réparation peu onéreuse, si on ne remplace pas bêtement des éléments qui pourraient être réparés. Et c'est exactement ce que fait Revolt e-Garage, qui a, selon moi, suivi la piste la plus évidente pour tirer le plus grand bénéfice possible de la voiture électrique. Donc, une voiture électrique aura une durée de vie bien plus longue et une valeur de revente en occasion bien plus élevée, et pas seulement pour des questions d'entretien, mais aussi de politique environnementale. Pour le comprendre, revenons à notre côté énergétique. Nous l'avons vu, la voiture électrique est plus énergivore à produire, mais moins à faire rouler. Toute cette énergie et ces matériaux utilisés vont émettre des pollutions. Pour avoir des choses comparables, c'est le CO2 qui est utilisé comme valeur de comparaison. Une voiture électrique émet 6 tonnes 21 d'équivalent CO2 en moyenne pour sa production, contre 3,3 pour la voiture thermique. Elle part donc avec un fort handicap au départ. Toutefois, grâce à son efficacité énergétique, elle équilibre rapidement son bilan à l'utilisation. Après 150 000 km, donc entre 8 et 9 ans, elle aura émis 9 tonnes d'équivalent CO2 pour son usage contre 22 tonnes pour une thermique. On le voit ici, si la fabrication n'est pas anodine dans le bilan, elle n'en est pas moins minoritaire, en particulier pour la voiture thermique. Maintenant, prenons la voiture électrique moyenne avec une durée de vie 2 fois supérieure à celle d'une thermique. À 26 ans et 368 000 km, son bilan CO2 est le suivant. 6,21 plus 9 divisé par 150 fois 368 égale 28,29 tonnes de CO2 équivalent. Pour la voiture thermique, on aura le bilan suivant pour les mêmes 26 ans. 2 fois 3,3 plus 22 divisé par 150 fois 368. Ce qui nous donne 60,57 tonnes de CO2 équivalent. Je multiplie par 2 la fabrication de la voiture, car il faut 2 autos pour parcourir le même kilométrage. Mais finalement, ça ne change que peu le bilan. Même si on n'avait pas ces 2 fabrications de voitures, la différence serait tout de même énorme. Voilà qui défonce totalement l'argument de ceux qui disent que faire durer une auto thermique le plus longtemps possible est une solution alternative à la transition énergétique dans les transports. Et c'est d'autant plus faux qu'une autre variable doit être prise en compte. Si une auto thermique devient de plus en plus polluante et inefficace avec l'âge en raison de son usure, elle subit également l'obsolescence et l'usure de ses systèmes anti-pollution. Un rapport récent du Sénat, par ailleurs très partial et peu fiable dans ses conclusions, pointe des statistiques officielles qui disent que 60% des émissions polluantes sont dues à 20% des véhicules les plus anciens. Avec une voiture électrique, c'est le contraire. Plus elle prend de l'âge, plus elle est propre, car elle bénéficie des progrès technologiques de la production électrique. Elle n'est pas elle-même la productrice de la pollution majeure, contrairement aux véhicules thermiques. Donc faire durer une auto électrique le plus longtemps possible est une bonne chose. Le faire avec une thermique est juste l'inverse, et le législateur en a tenu compte. Interdire en ville les voitures plus anciennes a du sens pour la santé de ses habitants, si on parle de voitures thermiques, mais plus du tout si on parle de voitures électriques. Autrement dit, les anciennes électriques ne seront jamais impactées par une interdiction liée aux zones à faible émission mobilité. Et donc, leur valeur de revente ne sera jamais réduite par ce dispositif comme les autos thermiques. D'un point de vue économique, il y a également un intérêt à faire durer la voiture électrique, et même, et surtout d'ailleurs, si elle est produite à l'autre bout du monde avec des matériaux venant du bout du monde. Prenons 2 voitures équivalentes. L'une est une thermique produite en Europe, l'autre une électrique produite en Chine. La thermique coûte 15 000 €, tandis que l'électrique est 2 fois plus chère, soit 30 000 €. Je parle ici en hors taxe et hors bonus. Mettons que la marge totale de l'importateur est dans les 2 cas de 1/3 pour simplifier. Nous avons donc le tableau suivant. Je vous invite à mettre en pause si vous voulez le regarder en détail. Selon les statistiques, la moyenne de détention d'un véhicule, et je vous l'ai dit tout à l'heure, d'environ 4 ans. Chaque vie de l'auto auprès d'un propriétaire représente 4 ans et 56 000 km pour chaque voiture. Lors de l'achat d'une auto produite en Europe, je prends une part de 100% de produits européens dans sa composition, ce qui est bien entendu une vue de l'esprit. Sur les 13 ans de sa durée de vie en moyenne, une auto thermique va être revendue 3 fois pour finir au recyclage. Je pars du principe que le dernier propriétaire parvient à tirer 1 000 € de la carcasse en revendant quelques pièces avant de la broyer. À l'usage, si on compte l'entretien et la consommation d'énergie, une auto thermique dépend fortement des importations de pétrole. Les valeurs que j'indique sont un calcul fait sur la moyenne des coûts d'utilisation d'une voiture en France par l'ADTEC.
Bureau d'études sur le déplacement des Français. On voit qu'au final, 26 ans d'utilisation de véhicules thermiques génèrent 173 700 € de chiffre d'affaires. 52% de ce chiffre sort de notre balance économique car dépendant des importations. C'est de l'argent qui fait vivre et prospérer des économies concurrentes à la nôtre. Pour la voiture électrique, je reprends le tableau de manière identique. Je prends en compte l'achat de la voiture hors Europe pour une part de 2/3. Le reste est la part que prennent les opérations d'importation et de commercialisation dans l'Union européenne. À l'usage également, nous sommes dépendants d'importations dont certaines matières premières ou produits d'entretien, voire de carburant pour nos centrales électriques. Le chiffre d'affaires total généré est alors de 135 000 € pour 26 ans de la vie de la voiture. C'est moins que pour la voiture thermique, mais ce n'est pas forcément un mal. En effet, dans ce cas, les importations ne représentent plus que 23,7% du total. Mieux, si l'utilisateur dépense moins, le chiffre d'affaires réalisé dans l'Union européenne progresse de 23%. Arrêtons donc de fustiger les voitures électriques produites hors d'Europe. Elles sont plus vertueuses pour notre économie et nos emplois qu'une thermique produite entièrement chez nous. On pourrait se dire que produire chez nous les voitures électriques serait encore mieux. Et oui, c'est vrai. Mais avec quels matériaux ? L'impact de la production sur l'économie mondiale de la voiture électrique est négligeable dans le total. Au mieux, 20 000 € sur un total de 135 000. À ce jour. Toutefois, si une telle situation perdure, les prix des voitures provenant de Chine ou d'ailleurs monteront, faute à une absence de concurrence locale. Mais si on veut produire des autos de manière concurrentielle en Europe, il faut trouver les matériaux. Et ça, on peut le faire en recyclant les anciennes voitures. Une voiture thermique comporte énormément moins de matériaux à recycler sur sa durée de vie, puisqu'une bonne partie s'est envolée en fumée dans l'atmosphère. C'est beaucoup moins le cas pour une voiture électrique. Avec l'utilisation massive de produits recyclés et la production de véhicules électriques en Europe, on peut améliorer un peu le bilan, aussi bien économique qu'écologique. Mais surtout, on maintient des tarifs raisonnables pour les produits importés, puisque la concurrence est là. Donc au final, si on regarde le bilan écologique, mais aussi économique ou social, la voiture électrique est un atout pour notre avenir. L'adopter massivement et la faire durer ouvre des opportunités énormes pour tous. Ateliers d'entretien, vente de voitures d'occasion, reconditionnement de véhicules, ateliers de detailing et wrap, magasins d'accessoires, réseaux de charge et j'en passe vont se développer pour répondre à des besoins de durabilité des voitures. Ceux qui y perdront, les industriels qui ne joueront pas le jeu de la durabilité et de la responsabilité. Ceux qui feront ce qu'il faut pour rendre les voitures plus durables et s'investiront dans les filières d'occasion ou les réseaux de charge auront tout à gagner pour prendre la majeure partie des gains réalisés dans l'Union européenne. Et les autres devront se contenter des miettes ou disparaître. Mais tout ceci n'est-il pas trop beau ? On a certes parlé de durabilité, mais il reste un point qui fait débat, la batterie. Si celle-ci est réparable comme pas mal d'éléments d'une voiture électrique, encore faut-il avoir les pièces pour le faire. Lorsqu'on est dans le cas de cellules qui ne sont plus produites ou d'indisponibilité de pièces sciemment mises en place par les constructeurs, on voit des autos en parfaite santé finir à la benne pour des pannes on ne peut plus simples à réparer si on avait la pièce. Aujourd'hui en France, la législation est éminemment protectrice pour les constructeurs automobiles. Il est impossible de moderniser une auto électrique en lui apportant de nouvelles technologies de batterie, même si ça veut dire détruire une voiture en bon état. Mieux, le rétrofit est à ce jour impraticable en raison de limitations comme l'usage obligatoire de pièces neuves par exemple. Les problématiques du rétrofit et de l'upgrade ont toute leur place dans la réflexion sur la durabilité de nos transports, pour mieux faire durer de façon responsable et rentable toutes les autos, même les thermiques. Voilà une question qui mérite d'être traitée, mais pas aujourd'hui. Cette vidéo est déjà bien assez longue. Nous en parlerons dans un prochain Planète électrique, avec pour illustration une voiture peu commune du tout et plutôt sympathique. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.